Pfeffer et je suis maître de conférence en droit public au département études européennes de l'Université de la Sorbonne Nouvelle. La conciliation entre la protection de l'environnement et la libre concurrence dans l'Union européenne est un point que j'aborde dans la deuxième partie de ma thèse qui est consacrée à la portée justement de ce qu'on peut appeler l'encadrement de la protection de l'environnement par le droit des aides d'État. De ce point de vue, je pars des réflexions de la Commission européenne dans les années 1970. Parce que en 1970, c'est le moment où on assiste en quelque sorte à la naissance des politiques environnementales modernes. Les États membres commencent à s'intéresser aux questions environnementales et donc à développer tout un ensemble de réglementations sur ce terrain. Et au vu de ce développement, un certain nombre d'organisations internationales qui, je dirais, s'intéressent aux questions de libre-échange considèrent que la protection de l'environnement peut devenir un obstacle pour la concurrence et pour le libre commerce. C'est notamment le cas de l'OCDE. Et ces études-là, cette appréhension, on va dire comme ça, des problématiques environnementales, va être reprise, réintégrée par la Commission européenne elle-même. Dans les années 1970, la Commission va en particulier prendre une résolution, qui est la résolution sur l'application du principe du pollueur-payeur. Et l'analyse est la suivante. Les États membres, lorsqu'ils développent de façon non coordonnée des réglementations environnementales, peuvent entraver le commerce au sein du marché intérieur, mais peuvent aussi, je dirais, fausser les conditions de concurrence entre les entreprises, parce que les charges qui vont peser sur les entreprises pour des raisons de protection de l'environnement vont varier d'un État à l'autre. Et par conséquent, si on veut assurer le libre commerce et la concurrence dans le marché intérieur, il y a besoin d'une harmonisation des législations environnementales. Donc la Commission européenne indique qu'on est en 1970, il n'y a pas encore de politique environnementale commune au niveau de l'Union européenne. La Commission de l'époque indique que sur la base du rapprochement des législations nationales, il est possible d'harmoniser justement les réglementations en matière d'environnement et que cela permettra d'égaliser les conditions de concurrence notamment et d'assurer la disparition des entraves aux échanges. Et dans l'attente de cette harmonisation, la Commission annonce qu'elle utilisera notamment le contrôle des aides d'État, mais plutôt comme palliatif. C'est-à-dire que le contrôle des aides d'État va servir à s'assurer que les États membres ne cherchent pas à compenser des différences de charges entre entreprises d'un État à l'autre en versant des subventions à leurs entreprises nationales. Et donc, de ce point de vue-là, on se rend compte que le principal moyen d'intervention pour la Commission européenne, c'est le rapprochement des législations nationales, l'harmonisation environnementale, et que le droit des aides d'État est un accessoire de ce point de vue. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater que presque 50 ans plus tard, la logique doit être en réalité radicalement inversée. C'est-à-dire qu'avec un peu de recul, on se rend compte d'abord que certes l'Union européenne a développé beaucoup de normes dans le domaine de l'environnement, à la fois sur la base du rapprochement des législations. Par exemple, en matière d'organismes génétiquement modifiés, la base juridique pertinente, c'est le rapprochement des législations, mais aussi sur la base de la politique environnementale. Donc on a tout un ensemble de directives, même quelques règlements quelquefois, qui constituent, je dirais, une législation extrêmement dense de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement. Cela étant, la plupart du temps, cette législation laisse beaucoup de marge de manœuvre aux États membres. Et donc en réalité, les conditions de concurrence ne sont pas tout à fait égalisées au sein de l'Union européenne. Et il y a même mieux. C'est-à-dire que dans certaines hypothèses, c'est le droit de l'Union européenne lui-même, ou plutôt la législation de l'Union européenne elle-même, qui va amener les États à prendre des mesures qui, à première vue, sont contraires à la concurrence, et même aux règles de droit de l'Union européenne relatives à la concurrence. Alors je prends un exemple qui m'a beaucoup intéressé dans ma thèse. En matière de financement des énergies renouvelables, l'Union européenne adopte au début des années 2000 une directive qui oblige les États à mettre en place des systèmes d'aide en faveur des énergies renouvelables. Or, qu'est-ce qu'une aide en faveur des énergies renouvelables? C'est une aide d'État. Et donc le législateur de l'Union demande aux États membres qu'ils mettent en œuvre des mesures qui, à première vue, sont des mesures contraires au droit de la concurrence de l'Union européenne. C'est une hypothèse assez fascinante. Alors on s'en sort bien sûr de ces situations-là par l'aménagement d'exceptions à la règle de l'interdiction des aides d'État. La Commission européenne
va à ce moment-là développer des encadrements dans lesquels elle va déterminer à quelles conditions les aides en faveur des énergies renouvelables vont pouvoir être autorisées dans le marché intérieur pour des raisons de concurrence. Et donc on se rend compte que ce qui était le principal moyen de lutter contre les distorsions de concurrence, la législation de l'Union européenne ne résout pas les problèmes de distorsion de concurrence, et qu'au contraire, elle risque d'aggraver ces problèmes de distorsion parce qu'elle donne lieu à des mesures qui, à première vue, vont pouvoir porter atteinte à l'équilibre concurrentiel dans le marché intérieur. Dès lors que l'Union européenne développe une législation environnementale et que celle-ci donne lieu à des hypothèses d'application du droit des aides d'État, les institutions sont bien forcées de trouver des moyens pragmatiques pour essayer finalement de résoudre ces contradictions. Et en la matière, je crois qu'on peut le dire, dans certaines hypothèses, cela a relevé un petit peu du bricolage. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais à titre d'exemple, en matière de système d'échange de quotas d'émissions, le gros problème qui s'est posé, c'est que l'Union européenne elle-même a mis en place un système d'échange de quotas d'émissions et qu'il a pendant très longtemps reposé sur un mécanisme d'échange de quotas gratuits. Et donc les États membres devaient mettre en place des systèmes d'échange de quotas gratuits en exécution de cette directive. Or, comme je l'ai rappelé il y a quelques minutes, un système d'échange de quotas d'émissions gratuits peut donner lieu à une aide d'État. Et là, il y a eu des difficultés vraiment particulières pour résoudre ces problèmes-là, notamment des difficultés procédurales. C'est-à-dire, est-ce que les systèmes nationaux qui sont pris pour mettre en œuvre la directive doivent être contrôlés dans le cadre de la procédure prévue par la directive? Il y a une procédure qui était prévue par la directive sur le système d'échange de quotas d'émissions qui faisait que la Commission contrôlait les systèmes nationaux, elle devait les autoriser. Et donc on voit bien quel est le problème. On a une procédure d'autorisation de certaines mesures nationales par la Commission européenne créée par une directive. Est-ce que dans le cadre de cette procédure d'autorisation, la Commission peut connaître de questions d'aide d'État? Alors la réponse, première vue, c'est non, parce que ce serait un détournement de procédure, mais toutes ces questions-là sont posées. Donc on voit bien que les institutions essaient de trouver des aménagements. Et en tout cas, ce qu'il en ressort, me semble-t-il, c'est que, in fine, quand on s'intéresse aux effets juridiques concrets qui procèdent de la législation de l'Union européenne ou des aides d'État, eh bien on se rend compte que tant la législation de l'Union européenne que le droit des aides d'État peuvent aboutir à une forme d'harmonisation. Je vais reprendre l'exemple des aides en faveur des énergies renouvelables pour l'illustrer. Donc je le redis, en la matière, l'Union européenne a adopté une directive qui oblige les États à adopter des mesures de subvention des énergies renouvelables. Cependant, cette directive-là n'a pas défini précisément quels devaient être les systèmes de subvention. Tout simplement parce que les systèmes étaient différents d'un État à l'autre. Il y en a certains qui faisaient des certificats verts, d'autres qui préféraient la subvention, d'autres qui préféraient l'incitation fiscale. Et donc l'Union européenne n'a pas pu harmoniser ces systèmes-là en eux-mêmes, dans le détail. Et de ce point de vue-là, la directive est assez silencieuse. Néanmoins, ces mesures constituent des aides d'État. Par conséquent, elles tournent sous le contrôle de la Commission européenne. Et la Commission européenne est venue poser des conditions de compatibilité de ces systèmes d'aide en faveur des énergies renouvelables. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les lignes directrices de la Commission européenne, on vient définir finalement des règles de compatibilité qui concernent les différentes mesures prévues par les États membres. Et par ce biais-là, la Commission européenne vient finalement, je dirais, remplir un espace qui avait été laissé vide par le législateur. C'est-à-dire qu'on a des critères de plus en plus précis et on a, par le biais du droit des aides d'État, un encadrement de plus en plus précis des systèmes nationaux de subventionnement des énergies renouvelables. Et comme ceux-ci sont liés à des critères communs, ils tendent à être au fur et à mesure standardisés. Et donc on a une espèce d'harmonisation indirecte de ce point de vue-là. Et on a surtout le droit des aides d'État vraiment qui vient se substituer au législateur pour régler des questions que le législateur n'a pas réussi à régler lui-même dans le cadre des procédures législatives.